Je vous le disais, on va parler maintenant de la consommation de crack dans le 19e arrondissement de Paris. Et ce qu'on apprend, c'est que sous l'impulsion du parquet de Paris, une cellule opérationnelle de coordination judiciaire a été mise en place. Résultat, 421 opérations de contrôle ont été réalisées, permettant 1940 évictions et 309 interpellations. Pour en parler, nous sommes avec Jérôme Jiménez, vous êtes délégué syndical Alliance Police Nationale. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors, on voit qu'il y a plus de contrôles, plus d'interpellations, plus d'évictions. C'est sans doute un bon début. En revanche, on a souvent vu que sur cette problématique du crack, on avait tendance à finalement déplacer simplement le problème. Est-ce qu'on est un peu sur la même logique cette fois-ci, Jérôme Jiménez? Alors, je ne sais pas si on est sur la même logique. Déjà, bonjour, excusez-moi. Sans plus. Je ne sais pas si on va être sur la même logique. Par contre, c'est vrai que, et c'est là où c'est que c'est assez intéressant, le COJ, donc la cellule opérationnelle de coordination judiciaire, elle travaille de la même façon que ce qui a été fait dès 2025 sur les Halles pour éradiquer tous les phénomènes de sécurité. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que oui, l'accent a été mis sur le secteur Rosa Parks, notamment pour tous les problèmes liés au crack. Il y a des enjeux de sécurité, des enjeux de santé publique, des enjeux de cohésion sociale. Donc, en fait, l'accent a été mis. Alors oui, tout n'est pas sous contrôle. Depuis 4 mois, les chiffres sont quand même assez intéressants. On ne peut pas juger que par le chiffre, mais 309 interpellations, plus de 2000 évictions et 421 opérations de contrôle, ce n'est pas rien. Et je sais que les policiers travaillent activement sur ce secteur. Je sais même, là, je viens d'échanger avec un collègue de la Sûreté régionale des transports qui, normalement, travaille dans les réseaux. Eh bien, il faut quand même savoir qu'il y a des groupes dédiés au sein de la brigade des réseaux franciliens et de la Sûreté régionale des transports qui travaillent sur le crack et justement travaillent activement avec le COJ sous l'impulsion des magistrats pour éradiquer les trafics, les dealers, les consommateurs du secteur. Alors tout n'est pas rose, oui, mais en tous les cas, les policiers travaillent activement sur ce secteur, c'est vrai. Je vous laisse patienter juste 2 minutes, Jérôme Jiménez, avant de vous reprendre, parce qu'on est sur place justement avec une équipe de CNews, Mathilde Ibanez et Patrick Hermansen. Bonsoir et merci à tous les deux. Mathilde, vous êtes justement dans ce quartier. Vous avez, j'imagine, pu parler aussi avec certains riverains. Que pensent-ils de cette initiative? Est-ce qu'ils sont satisfaits ou est-ce qu'ils sont peut-être sceptiques quant à l'issue de cette opération? Eh bien, écoutez, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a parlé avec énormément de riverains, mais aussi de commerçants. Certains sont plutôt satisfaits parce qu'ils remarquent qu'il y a beaucoup moins de personnes ici droguées, notamment ici sur Rosa Parks. Il y en a d'autres qui sont totalement déboussolés, qui ne voient pas la différence par rapport il y a déjà quelques années. On a pu parler avec des commerçants qui nous parlaient de ce chiffre d'affaires qui fait que de baisser parce qu'il y a des drogués qui viennent, qui claquent, qui sont extrêmement nuisibles, aussi bien pour les clients que pour les habitants. On a pu parler également avec des jeunes qui nous disaient avoir peur en tout cas de prendre les transports en commun, notamment le tramway, puisqu'à l'intérieur, eh bien, c'est là qu'il y a énormément de traqueurs. Alors nous, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'ici, on se trouve sur place et c'est vrai qu'il y a énormément d'agents de sécurité, de policiers qui sont présents ici sur cette place, mais on a quand même discuté avec certains commerçants qui nous disent que certes, il y a cette présence policière qui est importante, mais le soir, eh bien, ils ont l'impression d'être seuls. Par exemple, eh bien, la boulangerie qui est là-bas fait souvent face à des craqueurs parfois extrêmement violents qui utilisent leur matériel urbain, les chaises, les tables pour les lancer contre des personnes. Alors certes, eh bien, ils ne sont pas forcément dangereux avec la population, ils sont plus violents entre eux, mais ces nuisances eh bien, et commencent à agacer les riverains parce qu'ici, eh bien, ils aiment leur quartier et ils espèrent en tout cas un réel changement, même s'ils restent pour l'heure extrêmement sceptiques. Merci beaucoup Mathilde Ibanez et Patrick Hermansen qui vous a accompagné pour ce duplex. Jérôme Jiménez, évidemment, les forces de l'ordre, on le sait, font leur maximum dans ces cas-là, avec des forces de l'ordre qui font face à des individus qui sont totalement déboussolés, comme le disait Mathilde. Toute la question, c'est aussi l'après, parce qu'on est sur une problématique de personnes qui sont malades, qui sont dépendantes, qu'il faut soigner, des personnes qui sont aussi parfois en situation irrégulière. Et c'est là où on voit que ça ne suit pas forcément, parce que tout le monde se renvoie un peu le bébé en disant c'est un problème sanitaire, ça n'est pas à nous de gérer, c'est un problème de situation irrégulière, ça n'est pas à nous de gérer. Et c'est pour ça qu'on se dit, est-ce que ces interpellations, elles n'auront pas lieu en boucle avec les mêmes personnes, en fait, qu'on interpelle tout le temps?
Alors oui, ça c'est une réalité. Par contre, là où on peut se féliciter, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même différents acteurs, si je puis dire, de la sécurité qui travaillent ensemble les mains dans la main. On a quand même des policiers de la préfecture de police qui sont mobilisés en nombre. On a des acteurs de la mairie de Paris et de la mairie du 19e qui sont présents, de la sécurité privée, l'agence régionale de la santé qui travaille aussi activement. Vous l'avez précisé et vous avez raison, toute la difficulté, c'est le suivi. Et bon, en plus, moi, je connais très bien, hein, j'ai travaillé dans le secteur à une centaine de mètres. Et vous savez, toute la difficulté première pour ces gens qui sont gravement malades, c'est le suivi. Et bien souvent, les gens refusent les soins. On ne peut pas les forcer, on ne peut pas les contraindre à se faire soigner. Et des fois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Oui, parce qu'il y a des interpellations. Ils sont remis assez rapidement sur la voie publique et en liberté. Et c'est un engrenage. Et c'est une drogue qui est terrible. Et j'en finirai par là. J'ai parlé longuement sur le phénomène du crack avec une commissaire qui était en charge du 18e à l'époque et qui devait éradiquer la cocaïne au crack. Vous savez, c'est une vraie difficulté parce qu'il ne faut pas croire que dans ces personnes, les consommateurs de crack, il n'y a que des marginaux. Malheureusement, non. C'est une drogue qui fait très mal, qui désinhibe, qui désociabilise et tout le monde peut tomber dedans. Et elle me dit, moi, j'ai vu des gens insérés être craqueux et complètement dépendants de cette drogue qui est vraiment une horreur. En fait, une première prise et vous êtes dépendant direct. Ça, il faut le savoir. Et pour finir aussi, j'ai quelques mots. Ouais, on me dit que régulièrement, l'intérêt premier, c'est de retrouver, vous savez, hein, la drogue est issue d'un combiné entre, elle est cuisinée avec la cocaïne et une matière, la phénacétine, en fait, qui est retrouvée régulièrement. Et l'intérêt premier, c'est de retrouver les cuisines et tous les trafics pour les démanteler. Aujourd'hui, on peut quand même se satisfaire des chiffres parce que oui, notre travail est quantifié et aujourd'hui, quand on a 35% de moins d'affaires liées au crack sur la région et sur Paris, je crois que c'est quand même intéressant. Ça veut dire que les policiers font leur boulot. Ça, évidemment, les policiers font leur travail, vous avez raison de le rappeler, et raison aussi de faire ce message de prévention pour rappeler à quel point c'est une drogue extrêmement dure et véritablement qui ravage très rapidement, malheureusement, le cerveau de ceux qui en sont dépendants. Merci beaucoup, Jérôme Jiménez, d'avoir été avec nous en plateau. Nous a rejoint Jean Delacoste, bonsoir, du service police-justice de CNews. On le disait, Jean, plus de 300 interpellations, près de 2000 évictions ont été réalisées. C'est depuis le mois d'avril dans le 19e arrondissement de Paris. Ce sont des chiffres publiés par la préfecture de police qui a voulu révéler les fruits de cette offensive inédite contre le crack, Jean Delacoste. Oui, alors le crack, le policier qui était avec nous a expliqué le phénomène que c'est, le fléau que c'est. Notre journaliste de CNews était sur le terrain, donc c'est vraiment un fléau qui s'enracine et qui pourrit la vie d'un quartier, avec les phénomènes d'insalubrité qui s'accompagnent, etc. Et la colline du crack dont on a parlé n'est pas loin, et ce quartier-là, on peut le voir sur une carte, c'est un quartier qui souffre vraiment de ce fléau, puisque vous avez beaucoup de gens qui viennent travailler, qui viennent de la gare et qui vont dans les entreprises attenantes. Et ça fait des années que les riverains se plaignent de ce phénomène. La police ne débarque pas ici, évidemment, depuis ces 4 derniers mois, dont nous avons les chiffres. Il y a eu une première opération avec un renforcement de la présence policière et notamment des moyens de drones qui avait été lancé pas plus tard qu'en novembre 2025. Et là, mi-avril, à l'initiative du parquet, il y a un nouveau dispositif qui a été mis en place, un nouvel outil de judiciarisation massive ciblant précisément le quartier. Alors c'est une structure qui coordonne des moyens entre magistrats, enquêteurs et forces de l'ordre. Et alors il publie ces chiffres, 4 mois plus tard, des chiffres qui ont été évoqués, que vous pouvez voir à l'écran, 421 opérations de contrôle, en plus des opérations courantes de police. En plus des patrouilles quotidiennes, 1940 évictions. Alors l'éviction, ça veut dire que les policiers sont là et on demande aux personnes présentes de circuler et de quitter la zone, et 309 interpellations. La préfecture de police fait donc part d'une action quotidienne et elle déclare que toute tentative de réimplantation est désormais rapidement neutralisée. Alors effectivement, les autorités ont présenté ces résultats. En revanche, l'attractivité du quartier ne va pas revenir immédiatement. Mais ça, il faudra voir avec les gens qui vivent sur le terrain concrètement, mais on sait que des magasins ont fermé, sont en cours de fermeture peut-être aussi. Il y a eu cette fermeture, cette annonce des locaux de la BNP Paribas. C'était il y a quelque temps. Les locaux devaient être vidés en raison d'une rationalisation immobilière et on avait appris
par une déléguée syndicale que c'était parce que, très concrètement, les gens qui venaient de la gare et qui travaillaient, qui étaient plusieurs milliers, étaient complètement, constamment importunés par cette présence de consommateurs. Et il y avait aussi l'annonce d'une fermeture d'un Leroy Merlin les gens d'un collectif. Alors dans les pires moments, les Français gardent quand même toujours, on est en France, un peu d'esprit. Il y a un collectif qui s'est monté qui s'appelle Rosa Crac. Et ces gens racontent que le Leroy Merlin devrait fermer, mais ils militent et manifestent contre cette fermeture. Bien, merci beaucoup Jean Delacoste, et vous faites la transition avec notre invité suivant, Frédéric Froncel. Vous êtes le porte-parole du collectif 19, ces collectifs de riverains qui se sont mobilisés justement pour tenter de défendre leur quartier. On a donc ces chiffres de la préfecture de police que vous avez sans doute entendus. Vous êtes l'un des riverains, c'est pas la première fois, j'imagine, qu'on vous fait la promesse que tout va aller mieux. Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres ? Les chiffres sont intéressants. Bonsoir déjà. Les chiffres sont intéressants, effectivement. Ils montrent que la préfecture, avec les services policiers de la police et la mairie, en fait, ont décidé d'interagir réellement avec le problème du crack, pour une fois. Mais voilà, en fait, il y a toujours à redire. Donc déjà, les chiffres sont impressionnants, mais par rapport, en fait, aux quantités de personnes qui sont, en fait, qui déambulent et qui fument du crack dans nos quartiers, les chiffres sont légèrement dérisoires. Ils existent, je dis pas qu'il faut pas qu'ils n'existent pas. Mais bon, ça reste relativement peu. Et puis surtout, voilà, les évictions, quand ils parlent d'évictions, 1900 évictions, c'est très bien. Et du coup, ils sont plus à Rosa Parks. Mais par contre, ils sont ailleurs. Donc on peut les retrouver toujours à Stalingrad, on peut les retrouver à Eole, on peut les retrouver sur les grands boulevards. Parfois, l'éviction, il suffit juste qu'ils prennent le tramway, ils font 2 stations et puis ils se retrouvent plus loin. C'est un peu ça le souci. Après, voilà, ce qu'il faut, c'est continuer en fait à essayer de mettre la pression sur eux, évidemment. Et puis essayer justement en fait de créer des centres de soins afin de les sevrer, ou moins les inciter à les sevrer et à essayer de retrouver un jour ou l'autre une vie normale. C'est surtout ça en fait ce pourquoi on milite. Parce que ce sont des gens, ce sont des malades, et que ce qu'il faut absolument en fait, c'est les soigner, donc c'est-à-dire les sevrer, et pour qu'ils puissent ensuite réintégrer la société après en fait une certaine période évidemment. Parce que le sevrage ne se fait pas comme ça. C'est effectivement ce qu'on disait aussi avec le policier juste avant vous. Vous avez peut-être entendu, c'est que souvent sur ces évictions, comme vous le disiez, on déplace en fait le problème. Premièrement, ils peuvent aller dans d'autres quartiers. On l'a déjà vu quand ils sont partis du Jardin d'Éole à Paris également notamment. Et la question que vous soulevez, celle du soin, elle est importante parce qu'on peut leur demander de changer de quartier sans cesse. On peut les interpeller. Si on ne les soigne pas, effectivement, on ne voit pas bien comment le problème sera résolu. Peut-être que ça sera plus dans le 19e, ça sera dans le 18e ou que sais-je, comme en termes d'arrondissement parisien. Mais la problématique, en réalité, on ne la règle pas dans le mal profond qu'est la consommation de crack. Tout à fait, c'est exactement ça le souci. C'est que si en fait se contenter en fait de les évincer, ça veut dire juste qu'ils se déplacent ailleurs dans d'autres quartiers jusqu'à ce qu'ils trouvent un endroit où justement ils seront suffisamment cachés pour se regrouper et que ça pose un nouveau problème à ce moment-là. Ce qu'il faut, c'est vraiment essayer d'aller vers le soin, mais vers le soin sevrage, c'est-à-dire pas se contenter de leur donner en fait des pipes à crack comme certaines associations le font, mais vraiment essayer d'interagir avec eux pour les convaincre de partir vers des solutions de sevrage et voilà une réhabilitation pas forcément à court terme, mais à long terme. C'est-à-dire qu'ils arrêtent vraiment de consommer ce genre de produits. Et en fait, après, dans les interpellations et dans les évictions, surtout dans les interpellations, 309 je crois, ou 409, je ne sais plus, c'est un bon chiffre, 309. Mais combien sont en récidive ? C'est-à-dire combien de fois ont-ils interpellé la même personne ? Parce qu'il y a aussi ça, c'est comme le disait en fait tout à l'heure la personne de la police, ces personnes en fait sont assez vite relâchées. Donc du coup, s'ils sont assez vite relâchés, ils sont assez vite repris aussi. Et donc en fait, c'est pour ça que je préfère nuancer en fait les chiffres. Ils sont certes intéressants, mais parfois peut-être c'est la même personne qu'ils ont interpellée plusieurs fois. Une dernière réaction rapidement avec vous, puisque Jean Delacoste, notre journaliste sur place, tout comme Mathilde Ibanez qui était sur le terrain, nous disent aussi les inquiétudes d'un certain nombre de commerçants de cette vie de quartier, d'entreprises qui quittent ce quartier, de commerçants qui ne font plus leur chiffre d'affaires. Est-ce que vous craignez aussi à terme pour la vie de votre quartier, à savoir que les entreprises qui partent, les grands magasins qui partent, ça n'est pas certain qu'ils reviennent, même si cette problématique est réglée dans votre quartier du 19e arrondissement?
Tout à fait, c'est un vrai souci qui nous préoccupe, puisque effectivement il y avait en fait plusieurs magasins qui attiraient en fait pas mal de gens. Il y avait même une tentative de création d'un marché en fait de fruits et légumes à proximité. Mais effectivement, le souci, c'est en fait que les toxicomanes étaient là et que maintenant le quartier en fait a mauvaise réputation. Et donc c'est vrai que comme en fait les gens sont partis, ça va être beaucoup plus compliqué de les faire revenir. On peut prendre aussi par exemple comme exemple le Millénaire, qui est un grand centre commercial qui est juste qui n'est vraiment pas très loin et qui est quasiment désert. Et voilà, donc en fait le problème c'est que pour aller faire les courses par là-bas, il faut vraiment en fait que le problème du crack et des déambulations sauvages quoi, de ces personnes soit réglé. Personnellement, si je vais par là-bas, en fait, j'y vais, mais uniquement pour un ou deux magasins qui restent encore ouverts, et parce qu'il n'y a pas d'autre choix dans le quartier. Mais s'il y avait un autre choix dans le quartier, j'irais. Je ne vais pas citer de marque, quoi, mais effectivement, pour aller acheter des vêtements de sport, bon, c'est vrai qu'il y a un magasin qui est relativement proche, quoi, à Rosa Parks, le suivant étant beaucoup plus loin, donc on va à celui-là. Mais si on avait le choix, on n'irait pas là, quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'irais pas là, c'est sûr. Et Et donc évidemment, c'est vrai qu'en fait, évidemment, on vous comprend, hein, Frédéric Francel, aussi sur le besoin, et les riverains nous le disent beaucoup, de garantir aussi leur propre sécurité. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du collectif 19. Najwa El Haïty, pour ces riverains, c'est vrai que c'est aussi un peu la double peine. Nos confrères du Parisien récemment ont fait une enquête. Ils disaient on a peur pour nos enfants dans la rue parce que ces consommateurs de crack sont un peu comme des zombies qui errent, on ne connaît pas leur réaction. Les commerces commencent à fermer, il y a moins d'inscriptions dans les écoles du quartier. Donc on voit bien que c'est tout un quartier en fait qui est tiré vers le bas quand on a ces consommateurs de crack qui s'installent. Le Jardin des Halles, par exemple, c'était exactement les mêmes constatations. Oui, c'est vrai que comme disait votre intervenant, ça pourrit la vie du quartier, hein, des habitants, des commerçants. Et puis souvenez-vous de ces images terribles d'enfants qui se rendaient à l'école de ce quartier accompagnés de la police municipale. Vous imaginez jusqu'où il faut aller pour éviter les agressions des consommateurs de crack, notamment sur des enfants. Après, on ne peut pas dire que l'État n'agit pas. L'État agit, il y a eu plus de 300 interpellations, donc c'est un engagement opérationnel réel, mais après, on traite les conséquences. On ne traite pas les causes, et c'est tout le problème. Alors, bien sûr qu'il faut saluer cet engagement, mais le problème, il est toujours là. Parce que, comme le disait le porte-parole du collectif 19, il disait... problème et le risque, c'est que ça se déplace quelques rues que ça juste se déplace après. Ou que ce soit effectivement les mêmes qu'on interpelle, hein, exactement. En réalité. Et on va dire, le problème se déplace dans un autre quartier ou quelques rues plus loin. Et le souci, c'est que vous avez des trafiquants de drogue, donc naturellement qu'il faut poursuivre. Vous avez des riverains, naturellement, qui sont profondément exaspérés par cette situation parce qu'ils veulent vivre tranquillement, dormir aussi sereinement. Parce que je me souviens aussi d'habitants qui disaient on entend les hurlements les la nuisances nuit. sonores. Voilà, donc on ne peut même pas trouver une sérénité dans notre sommeil. Et puis, au-delà de ça, vous avez des personnes dépendantes au crack qui ne sont pas accompagnées, qui n'ont pas une prise en charge accompagnée comme il le faudrait par rapport à leur addiction. Mais le problème, et là encore, et là j'en terminerai par ce point-là, c'est que comme disait le représentant du syndicat du collectif 19 Police Alliance. Ah oui, Jérôme Jiménez. Voilà. Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait le problème, c'est que ces personnes-là, vous ne pouvez pas leur imposer une obligation de soins. S'ils ne veulent pas, vous ne pouvez pas leur imposer. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Oui, parce que Arnaud Klarsfeld, c'est aussi ça la difficulté, c'est que c'est une problématique sécuritaire pour toutes les conséquences qu'on vient d'évoquer, mais c'est surtout une problématique sanitaire. Ces personnes sont malades, sont dépendantes, et donc si cette dépendance et cette addiction à la drogue n'est pas soignée, on ne solutionnera rien. En réalité, ils iront peut-être, comme je le disais, du quartier Rosa Parks à celui d'à côté, à 2-3 rues, mais c'est à peu près la seule chose qui va se passer. Bah oui. Là aussi, ça semble être un problème qui est insoluble ou qui est résolu temporairement quand il y a les Jeux Olympiques ou si le
le pape vient visiter le 19e arrondissement, alors là, évidemment, ce sera résolu, mais pour quelques jours. Monsieur Francel, sympathique intervenant, Oui. a bien résumé, vous aussi d'ailleurs, avec bienveillance et raison, c'est-à-dire, et vous-même aussi, c'est-à-dire que les personnes doivent être soignées, mais il n'y a pas d'obligation sanitaire qui est possible. Au Moyen-Âge, il y avait la cour des miracles, alors les soldats du roi mettaient tout le monde dans un quartier et fermaient les portes. Aujourd'hui, on est dans une démocratie, mais il faut essayer de soigner ces personnes, mais ces personnes, elles voudraient bien être soignées, mais elles ne veulent pas en même temps être soignées parce qu'elles veulent Oui. avoir leur dose de crack. Donc c'est vraiment une entreprise à long terme où il faut enseigner dès l'école, dès les petites classes, le fait que se droguer entraîne des conséquences terribles et néfastes. C'est pas simplement quelque chose pour la jet set, etc., mais que ça entraîne la perte des dents, un état de dégradation, la sociabilité, etc. Il faut montrer aux enfants ces images pour qu'ils prennent conscience que ça les heurte fondamentalement pour le futur. Donc c'est vraiment des entreprises à long terme. Et tant qu'on n'aura pas trouvé une solution sanitaire pour aider ces gens, eh bien, il y aura beau avoir des interventions, il a bien parlé, il a bien expliqué 1900 interventions, mais si on Oui, si ce sont les interpelle mêmes. 10 fois la même personne et si elle revient le lendemain, ça ne veut pas dire grand-chose.